Alors, je m'appelle Maxime Blondeau, je suis enseignant à Sciences Po depuis 7 ans maintenant. J'enseigne également aux Mines de Paris. Je travaille sur les questions d'anthropologie et de géographie. Plus généralement, je travaille sur la notion de territoire et la façon dont les technologies vont moduler, transformer, orienter, influencer notre façon de percevoir les territoires. J'ai aussi une activité d'entrepreneur, j'ai lancé plusieurs initiatives, comme la coopérative Selcop, qui propose du voyage en voilier en France et par-delà l'Atlantique. Et puis j'ai aussi lancé en 2020 le Printemps écologique, qui est le premier réseau d'éco-syndicats. L'idée, c'était d'amener dans le dialogue social la possibilité pour les salariés ou les agents publics d'aller négocier sur le terrain de la technologie, sur le terrain de la transition écologique. En gros, d'amener de nouveaux éléments dans le dialogue social. Et puis, j'ai une troisième casquette qui va plutôt être de l'ordre de la création de contenu médiatique, d'abord sur les réseaux sociaux. Je travaille aussi de plus en plus avec des grands acteurs comme France Télévisions ou des acteurs de radio pour essayer de travailler justement cette façon de parler des territoires, de parler de la transition écologique. Donc j'ai ces multiples casquettes. Alors un territoire, ça a justement énormément de définitions. On a tous un petit peu chacun sa façon de voir le territoire, comme on a chacun sa façon de voir le monde. Mais il y a des définitions quand même dans certaines disciplines. On peut prendre la définition en anthropologie, on peut prendre la définition en géographie ou même en géographie sociale. Il y a plein de façons de voir le territoire. De manière générale, j'aurais tendance à dire que le territoire, c'est avant tout un espace délimité, avec des propriétés, et sur lequel des êtres vivants, hein, puisque les territoires fonctionnent pour les êtres humains, mais ça fonctionne aussi pour les animaux ou les végétaux. Ces êtres vivants exercent une domination, créent des rapports de dépendance, créent des liens d'attachement, et l'ensemble crée un espace délimité avec des contraintes et des propriétés qui s'appelle un territoire. Et il y a aussi des rapports de domination qui s'exercent sur cet espace. Ça, c'est la définition, on va dire, globale, générale, générique. Et puis, on a des définitions plus spécifiques. Par exemple, en géographie sociale, on va dire qu'un territoire a trois caractéristiques. D'abord, c'est une aire avec des propriétés. Ensuite, c'est une domination qui s'exerce sur cette aire. Et ensuite, ce sont des limites. Alors, ça peut être des limites comme des frontières, mais ça peut aussi être des limites comme des limites de ressources, par exemple, à l'intérieur du territoire. Et puis, de manière générale, là, si on prend le plan cosmologique, c'est-à-dire un petit peu plus spirituel ou en gros le niveau de vision le plus large possible, on pourrait dire que le territoire, c'est tout simplement un espace vécu, c'est-à-dire un espace sur lequel s'exerce le temps et qui est perçu par un être vivant, qui peut être un humain, un végétal, un animal. Donc c'est avant tout un espace vécu, et je reviendrai sur cette notion, puisqu'elle elle est centrale pour comprendre ce qu'est véritablement un territoire. Alors la notion de représentation du territoire, c'est évidemment au cœur de mon travail. Ce que j'ai compris au fil de mes pérégrinations intellectuelles, des cours que j'ai donnés, des missions que j'ai remplies auprès d'entreprises, des voyages que j'ai accomplis aussi, c'est que justement la représentation du territoire joue un rôle majeur dans la façon dont dont on le conçoit. En gros, il y a différents niveaux. Il y a le niveau de réception des éléments du territoire qui nous entoure. Donc ça passe par la sensorialité, ça passe par l'expérience, l'exploration. Ensuite, il y a un niveau de perception. Là, on est déjà dans un niveau de filtre, c'est-à-dire qu'il y a différents éléments qui vont filtrer la perception qu'on a du territoire, qui passent notamment par la représentation graphique. Les textes, les récits, l'imaginaire qu'on va se construire, les nombres, si on veut mesurer les choses autour de nous, les images, les photographies, les cartes. Donc tout ça, ça va jouer sur la perception du territoire. Et puis ensuite, il y a le troisième niveau qui est la conception du territoire. Donc si vous voulez, réception, perception, conception. La dimension de conception du territoire, là, c'est par effet de retour la façon dont on va agir sur lui, la façon dont on va le transformer. Et là, les systèmes techniques jouent un rôle majeur, on va y revenir, puisque c'est au travers des systèmes techniques qu'on va à la fois percevoir, mais aussi concevoir le territoire qui nous entoure. Alors, en anthropologie, précisément en anthropologie technique, on démontre depuis les années 70, hein, avec les grands anthropologues qui ont étudié les technologies, la paléoanthropologie par exemple. Qu'est-ce qu'ont fait les premiers systèmes techniques détenus par les humains sur la relation au territoire? Par exemple, le feu. Qu'est-ce qui s'est produit quand on a découvert le feu? Comment on a agi sur le territoire? Tout un tas de théories qui proposent qu'en fait, on a
brûler les territoires qui nous entouraient, puis ensuite on a appris à maîtriser ces technologies, on a appris à se protéger contre elles et puis voilà, les contrôler. Même chose avec les outils, même chose avec l'habitat, la façon dont on a construit le rapport technique au territoire. L'anthropologie technique démontre que, d'une part, les systèmes techniques produisent un ordre socioculturel, ça veut dire qu'elles ont un effet sur la culture des sociétés ou des individus qui les utilisent. Elles produisent un imaginaire, elles produisent une vision du monde. Donc contrairement à ce qu'on pense, par exemple, si on prend le cinéma et la France, c'est pas tant la France qui a inventé le cinéma que le cinéma qui a inventé la France, si vous voulez. C'est-à-dire que les systèmes techniques créent de la culture. Ça, c'est un peu contre-intuitif dans notre façon de vivre les choses au quotidien. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que la culture va agir sur la gouvernance technique. C'est-à-dire que dans une société, ça peut être l'Europe, la France, on va décider d'orienter les systèmes techniques dans telle ou telle direction en fonction de la culture que l'on développe, des croyances que l'on génère, de la gouvernance qu'on décide de donner à ces systèmes techniques. Et c'est pareil pour une tribu en Amazonie qui reçoit l'iPhone, les sages vont se réunir et vont dire « Ok, quelle gouvernance technique est-ce qu'on décide de faire rentrer un iPhone dans notre... » Et là, la culture intervient. Donc en fait, le rapport entre technique et culture va dans les deux sens. Hein. La culture va choisir les orientations techniques et la technique va produire la culture. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que très tôt, j'ai réalisé que, à travers ce cercle, si vous voulez, qui peut être vertueux ou vicieux, hein, la relation au territoire est transformée. Donc du coup, il y a une relation entre les systèmes techniques et la perception du territoire qu'on en fait. Notamment au travers des systèmes graphiques que j'évoquais tout à l'heure, l'écriture, les chiffres, les cartes, les images. Pourquoi ? Eh bien parce que l'anthropotechnique a démontré que les systèmes techniques, quels qu'ils soient, que ce soit le feu, un silex, un iPhone, le métavers, modulent notre relation à l'espace et au temps. Ça veut dire qu'en gros, un système technique va changer notre rapport à l'espace. On va, si vous voulez, se représenter et agir sur l'espace différemment, parce qu'on a un nouveau système technique, et même chose pour le temps. Si vous avez une voiture, si vous avez un avion, l'espace-temps qui vous entoure est transformé. Donc les systèmes techniques, quels qu'ils soient, à différents niveaux, agissent sur l'espace-temps, et plus exactement sur la représentation qu'on se fait de l'espace et du temps. Donc, ça transforme nos territoires. Il y a une relation entre les systèmes techniques et la relation qu'on développe avec le territoire. Il y a un élément qui est intéressant à saisir, c'est que les systèmes techniques modulent notre relation à l'espace et au temps, et donc en faisant ça, ils transforment l'attention que l'on porte au monde. Donc la question attentionnelle, la question de l'attention qu'on prête aux informations, aux expériences et aux propriétés des territoires qui nous entourent, elle est liée au système technique. Concrètement, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui aux agents de la fonction publique territoriale, c'est de réfléchir à l'attention qu'ils prêtent à leur propre territoire et à la façon dont les systèmes techniques, le numérique aujourd'hui, mais pas que, hein, les transports, l'habitat, leur permettent de prêter attention au territoire. La cartographie va permettre de représenter le territoire de façon objective ou de façon subjective. L'exercice de la représentation subjective du territoire, c'est un exercice que je trouve passionnant. Donc moi, je le conseille à tous les agents publics territoriaux, puisque c'est leur métier, d'aller travailler à se représenter de façon subjective leur territoire. Quel est mon territoire? Est-ce que moi-même, je suis capable de tracer une carte de ma commune, de mon département, de ma région? Qu'est-ce que j'y place? Alors, l'idée n'est pas d'être exact, puisqu'on ne peut jamais être exact. Une carte est par définition erronée, incomplète. C'est une représentation symbolique d'un territoire. Donc, même une carte ultra simple, elle n'est pas plus fausse qu'une carte extraordinairement complexe. Mais par contre, ça en dit long sur la façon dont on le perçoit, notre propre territoire, et surtout ce à quoi on attache de l'importance. Et parfois, on réalise, en faisant ce travail de cartographie subjective, hein, donc vraiment individuelle, eh ben, qu'on voudrait prêter attention à des choses auxquelles on ne prête pas attention. Donc ça nous permet aussi de pointer le doigt sur ce qui est important pour nous et qu'on n'a pas forcément bien intégré ou qu'on aimerait travailler, développer. Donc la cartographie subjective, c'est un exercice intéressant que je conseille. Alors, une partie du travail que je fais traite de la question des technologies cognitives. Les technologies cognitives, ce sont des technologies qui sont, on pourrait appeler des médias, donc qui sont des supports de la pensée et supports de la communication et qui utilisent notamment les systèmes graphiques.
Donc il y a eu plein d'étapes dans l'histoire humaine, quand on a inventé l'écriture. Le langage est lui-même une technologie cognitive, puis l'écriture, l'alphabet, l'imprimerie, le numérique, etc. Et en fait, à chaque fois que ces grandes révolutions techno-cognitives se sont produites, notre rapport au territoire a été transformé. Et c'est ce que j'essaie de démontrer notamment dans un de mes cours, notamment parce que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça module notre relation à l'espace-temps, ça module notre volume géographique mental, ça transforme notre rapport au monde de manière générale. La carte rassemble en elle-même, en tant qu'objet, les 3 niveaux de perception du territoire. On va rappeler réception, perception, conception. La carte, elle fait appel au sens, puisque du coup, on a une image, on a une impression, on a quelque chose d'assez sensoriel avec une carte. Deuxièmement, elle permet de percevoir, puisqu'elle constitue un filtre, hein, il y a des choix qui sont faits, il y a des choix de représentation, il y a des choix graphiques, il y a une écriture. C'est un langage en soi, une carte. Et ensuite, elle va permettre de nous représenter les choses de façon à ce qu'on agisse sur elles, donc elle va influencer notre conception du territoire. La carte, elle joue donc un rôle majeur dans la représentation de la spatialité. C'est l'outil le plus performant dans la représentation de l'espace en fait qu'on a, et surtout elle a une grande vertu, c'est que c'est un outil qui permet de développer une pensée complexe. On pourrait dire une pensée synthétique, c'est-à-dire non pas une pensée linéaire avec une cause et un effet, hein, par exemple, il y a des sécheresses sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il y a du soleil. Ça, c'est un mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas parce que le territoire, comme on l'a vu en introduction, c'est un espace qui est extraordinairement ramifié. C'est un espace complexe qui est sous l'influence d'une infinité, en fait, hein, de déterminants. Donc la pensée linéaire, elle ne s'applique pas au territoire. C'est pas un bon outil pour comprendre le territoire. La carte, elle a quelque chose de plus par rapport à un texte ou à un nombre, c'est qu'elle est complexe. Justement, elle va faire intervenir une somme d'informations et on a un plaisir souvent à voir une carte parce qu'elle nous donne à penser les choses de manière un petit peu complexe. Donc c'est un très bon outil pour penser le territoire. Moi, sur les réseaux sociaux, depuis maintenant 1 an, je partage chaque jour des cartes différentes pour penser le monde différemment, pour changer notre angle de vue, pour essayer de percevoir de nouvelles choses dans le territoire que nous habitons, pour essayer de penser les choses de manière plus complexe, de manière plus synthétique. Et ce qu'on voit, c'est que ça crée une forme peut-être de croissance de la compréhension des éléments sur le plan de la transition écologique ou de la compréhension des territoires en général. Ça crée aussi du plaisir, parce qu'il y a une forme de plaisir intellectuel à contempler une carte, à aller repérer les éléments. Il y a une profondeur. On peut lire une carte, en fait, on peut contempler une carte pendant des heures, pour certaines cartes où il y a une profondeur assez extensible. Et puis, de manière générale, les cartes, notamment quand il s'agit d'aller piloter les territoires, elles ont la possibilité d'intégrer à la fois l'espace et le temps. On a la possibilité de représenter des dynamiques, on a la possibilité de représenter l'espace, bien sûr, surtout de l'espace sur lequel le temps agit. Et donc, les cartes peuvent nous aider à augmenter notre perception de l'espace et notre perception du temps. Moi, une de mes conclusions après 7 ans de militantisme, en tout cas d'engagement en faveur de la transition écologique, de cours sur ces sujets-là, d'exploration un peu intellectuelle des enjeux anthropologiques et géographiques, je suis au contact d'entreprises aussi, je les conseille, parce que j'ai créé un petit laboratoire qui s'appelle Alma Mater, qui accompagne des entreprises privées et des organisations publiques, justement dans la compréhension du territoire pour pouvoir piloter leur action sur eux, ou l'ancrage territorial, ou quand il s'agit d'acteurs publics, justement le pilotage des politiques publiques. Et en fait, ce que je vois, c'est que les dérèglements écologiques ne sont pas tant liés à la volonté délibérée d'aller détruire une forêt, d'aller détruire une zone humide, d'aller exploiter les ressources jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien par voracité. Non, pour moi, la racine des dérèglements écologiques, c'est une question d'attention, c'est une question attentionnelle. C'est qu'on va décider de ne pas prêter attention à certains éléments de l'espace et du temps qui nous entourent. Donc la clé pour aller lutter contre les dérèglements écologiques est sans doute d'augmenter notre conscience de l'espace et d'augmenter notre conscience du temps. Et si on fait ça, il est possible que par effet de construction, territoire après territoire, on soigne les plaies de nos territoires aujourd'hui. Et je crois que la carte, évidemment, tout dépend de ce qu'on met dans une carte, hein, c'est un langage, mais elle peut aider à augmenter notre conscience de l'espace et du temps. Alors, un autre conseil que je pourrais donner à un agent de la fonction publique territoriale, c'est celui d'avoir bien en tête l'idée que la représentation du territoire qu'on se fait, au travers d'une carte ou au travers d'un texte, d'un récit, d'un corpus de règles, véhicule
des croyances, véhicule un imaginaire. Et cet imaginaire comporte des biais de représentation. Et donc c'est ce point-là qui est crucial, c'est-à-dire que quand on va avoir une carte d'un département, les choix qui sont faits et la façon qu'on a de composer cette carte comportent des biais qui vont justement sur le plan attentionnel écarter certains éléments de la représentation du territoire, en prendre en considération d'autres, et que ça n'est jamais neutre. Et aujourd'hui, on aspire à augmenter notre perception du territoire ou à résoudre des questions de transition écologique, et sans doute que changer notre vision du monde, mais au sens littéral du terme, la façon dont on le voit, dont on se le représente, et donc la façon dont on le lit, le monde, hein, cette lecture du monde, ça passe par les imaginaires et ça comporte un certain nombre de biais, et donc peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur cette notion-là aussi dans les collectivités. Alors, en 2033 dans les territoires, c'est dans 10 ans. C'est à la fois loin et très proche. Dans les territoires, en 2033, déjà, il va faire beaucoup plus chaud. C'est quelque chose de très simple, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Il va faire beaucoup plus chaud en France. Là, dans les 5 prochaines années, il y a pratiquement 2/3 de probabilité qu'on dépasse pour la première fois les 1,5. On est à 1,2 là, degrés à l'échelle planétaire. Dans les 5 prochaines années, on va passer de 1,2 à 1,5, c'est énorme. On entre sur une phase El Niño qui commence cet été. Il va faire beaucoup plus chaud en 2033, donc ça veut dire que les territoires vont se transformer. Il va y avoir des inégalités entre les territoires qui vont être creusées. Certains territoires vont subir les impacts du changement climatique de façon plus violente que d'autres. Il va y avoir la relation à la chaleur et donc le souci d'adaptation, on va avoir la relation à l'eau qui va être flagrante. Il va y avoir la chute de plus en plus rapide de la biodiversité qu'il va falloir contenir. Il va y avoir des migrations climatiques. Il va y avoir un problème avec la projection que les individus vont se faire vis-à-vis du territoire. On ne pourra plus oublier les réalités du territoire comme on l'a fait pendant 50, 60, 70 ans. Et on est en train de parler dans un horizon de 10 ans. Donc ça, c'est les réalités telles que la science nous les projette. Il faut l'accepter. Ensuite, comment on réagit face à ça? Donc en fait, on a deux options. Soit on décide de regarder à côté. Donc en fait, on décide de justement essayer d'oublier ces réalités qui nous font souffrir et qu'on n'a pas du tout envie de regarder en face, au travers d'une surenchère de détournement de l'attention. Ça peut être les distractions, ça peut être tout un tas d'éléments justement qui vont sur le plan attentionnel nous permettre de ne pas penser à ces réalités-là. Soit au contraire, on regarde le problème en face avec lucidité, mais aussi avec confiance, parce que moi je suis convaincu qu'on a la capacité à augmenter notre perception des réalités du territoire et donc à nous adapter, à atténuer aussi les effets du changement climatique, les effets de l'érosion de la biodiversité, de la dégradation des sols, de la mobilisation des ressources en eau et des ressources naturelles en général. On a la capacité de le faire, mais pour ça, il faut accepter de regarder cette situation en face et de nous représenter les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas au plus près de ce qu'elles sont, de communiquer au maximum sur la réalité de nos territoires qui souffrent aujourd'hui, hein, qui sont en train d'être abîmés, disons-le, par notre action humaine collective. Et en même temps, d'aller générer, véhiculer cette confiance en notre capacité à nous adapter à travers les siècles et les millénaires. L'être humain a sans doute cette capacité unique par rapport à d'autres formes du vivant de s'adapter en permanence. Donc on a une capacité extraordinaire, une plasticité extraordinaire, et dans la gestion de nos territoires, on a un défi immense qui commence maintenant, hein, puisque dans 10 ans, les effets de ce qu'on fait aujourd'hui se feront déjà sentir. Donc voilà, moi j'aime bien véhiculer sur ces questions à la fois de la lucidité, regarder les problèmes en face, et de la confiance. On a les moyens de surmonter ces problèmes.